particularité, comme d'autres, d'être écologue et réalisateur, d'être passé par la formation de l'IFCAM de réalisation documentaire animalier. Et par rapport aux enseignements qui sont donnés à l'IFCAM, où on se posait des questions autour des enjeux environnementaux et des impacts potentiels sur la biodiversité, euh, on a développé une réflexion en interne qui s'est trouvée être concomitante avec une réflexion qui était menée au sein d'un collectif qui est maintenant une association qui s'appelle EcoProd. Donc, par le biais des réseaux professionnels, nous sommes entrés en contact. Et une des stratégies que nous avons développées et convenues pour essayer de euh, formaliser un outil qui peut aider le monde audiovisuel dans le domaine, ça a été d'établir un projet de guide pratique des tournages qui pourrait aider les sociétés de production et puis leurs équipes. Donc ce travail a été fait avec trois structures. Audience, qui est présentée ici par Marina, qui est dans la salle. Alors, normalement, elle aurait dû être avec nous, mais elle a une extinction de voix et elle voulait pouvoir sortir rapidement en cas de besoin si elle avait une quinte de tout. Donc, elle s'excuse de ne pas être avec nous. Mais Marina est la co-autrice de ce guide et elle représente le groupe Audience, qui est un organisme un paritaire à but non lucratif qui gère, pour ceux qui ne connaissent pas, la protection sociale des professionnels de la création. Donc ça fait environ 500 000 personnes actives en France et plus d'1 million de retraités. Donc c'est une grosse structure. Euh, donc nous, l'idée, c'était de se dire euh, comment est-ce qu'on peut aider les sociétés de production avec des personnels qui sont pas forcément connectés aux enjeux environnementaux et à la crise bioclimatique. J'insiste bien sur le mot bioclimatique parce qu'on a tendance à dire crise climatique et crise de la biodiversité d'un côté, mais tout est entremêlé. Donc, comment est-ce qu'on peut considérer cette crise bioclimatique et comment est-ce qu'on peut accompagner le monde de la production audiovisuelle pour réduire ses impacts à tous les stades, toutes les étapes de travail. Donc, dans ce contexte, on s'est mis d'accord sur la rédaction d'un guide. Donc, tu peux mettre la slide de. Donc, ce guide, il est téléchargeable sur le site d'EcoProd, également sur le site de l'IFCAM. Euh, c'est le site de téléchargement parfait. Donc, ça, c'est le site d'EcoProd. Vous pouvez directement télécharger le guide. Ce que je recommande, c'est qu'à chaque début de production, retournez télécharger le guide parce que on le mettra à jour autant de fois que nécessaire. On ne va pas vous dire on va le mettre à jour une fois par an, une fois tous les 2 ans. C'est quand ça nous paraît nécessaire, par les retours d'expérience des utilisateurs, par des nouveaux enjeux identifiés. Donc n'hésitez pas à repasser par le site d'EcoProd ou le site de l'IFCAM. Donc ce guide, on l'a mis à disposition gratuitement. C'est un travail qui est en grande partie fait bénévolement. Euh, Il a été fait, donc on l'a co-rédigé principalement avec Marina, mais on a également eu la chance d'avoir un comité de relecture qui nous a aidés là-dessus. Donc ça, par exemple, il y a des personnels de l'Office français de la biodiversité qui étaient présents ce matin, qui ont participé. Il y a des gens de la Ligue de protection des oiseaux. Donc on pense vraiment à tous ces acteurs qui ont pris du temps pour toute la communauté des métiers de la production audiovisuelle. Euh, Est-ce que tu pourras passer, s'il te plaît, au sommaire? Je te remercie. Donc maintenant, comment est-ce qu'on a construit ce guide? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les considérations des enjeux environnementaux, j'aimerais qu'on les considère pas comme des contraintes, mais plus comme des considérations sur des nouvelles routines à mettre en œuvre au regard des enjeux environnementaux. Si le vocable, il a du sens, en fait. Si on considère les recommandations scientifiques et la crise bioclimatique comme amenant des contraintes dans son travail au quotidien, je trouve on peut potentiellement déjà braquer une partie des équipes pour des gens qui ne sont pas forcément sensibles à ces questions-là. Donc, je préfère le présenter comme étant des nouvelles considérations et peut-être des nouvelles routines à mettre en œuvre, parce qu'au final, on se rend compte que quand on les met en application, c'est pas si contraignant que ça. Donc, l'idée, c'est qu'il faut comprendre que les gestionnaires d'espaces naturels, et ça a été dit tout à l'heure par les bureaux d'accueil des tournages,
n'ont aucune volonté de ne plus accueillir des tournages. Là-dessus, il y a aucun débat. Ils sont tout à fait disposés à accueillir des tournages, mais il faut comprendre que, pour reprendre du coup un mot que j'aime pas, mais qui a été dit tout à l'heure, il n'y a pas que les sociétés de production qui ont des contraintes. Les gestionnaires d'espaces naturels ont leurs propres contraintes. Ils ont leurs enjeux environnementaux, ils ont leur calendrier saisonnier où il y a des enjeux plus forts, où ils ont à gérer les afflux touristiques. Donc, si jamais vous arrivez avec un projet audiovisuel avec un calendrier contraint qui correspond à la réalité du métier, comprenez que si vous faites une demande d'autorisation de tournage 15 jours avant la volonté de faire le tournage, derrière, les gestionnaires d'espaces naturels, avec leur propre calendrier et les propres contraintes, ils vont vous dire non. Donc, ça, c'est généralement c'est la première approche, la demande d'autorisation de tournage. Donc, de manière à éviter ce type de problématique, on a construit un guide qui se veut vraiment pratique et qui soit lisible par le grand public. On a essayé de minimiser au maximum tous les éléments techniques. Donc, dans le cadre du sommaire que vous pouvez voir, on a construit, on va dire, plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, on a essayé de faire un chapitre qui pouvait être un socle commun de compréhension des enjeux bioclimatiques. Donc, on se base sur des études scientifiques de référence qui font autorité, sur lesquelles il n'y a aucun débat scientifique. Et à partir de là, ça permettra à tout le monde de partir sur une même base de compréhension de ces enjeux. Ensuite, on a expliqué ce qu'était la biodiversité et comment s'organiser de la protection de la biodiversité en France. Parce que si on n'a pas cette connaissance minimum, on ne va pas forcément savoir quel interlocuteur aller voir, pourquoi est-ce que c'est ce type d'interlocuteur il faut aller voir. Donc en gros, si vous voulez, l'idée, c'est de générer une acculturation de certains corps de métier qui n'étaient pas forcément au fait de ce fonctionnement en France, pas par, euh, pas par comment dire, euh, volonté de ne pas suivre, c'est juste que c'est pas leur métier. Donc l'idée, c'est de les accompagner, de leur amener ce socle commun. Une fois que vous avez passé cette partie-là, dans un second temps, on propose en fait des procédures et des conseils à mettre en place en routine dès que vous savez que vous allez aller faire une production en lien avec un espace naturel qui soit soumis ou non à gestion. Parce que c'est pas parce qu'un site naturel n'est pas soumis à gestion qu'il n'y a pas des considérations à avoir. Les terrains ont des propriétaires et il peut y avoir quand même des enjeux environnementaux. Donc il y a quand même des règles à respecter. Ça permettra d'éviter des écueils. Ensuite, dans un troisième temps, non, il faut revenir sur le sommaire, s'il te plaît. Merci. Sur le sommaire. Merci. Dans un troisième temps, on a rédigé des fiches pratiques, donc c'est ce que vous voyez marqué deuxième partie. Donc on a rédigé des fiches pratiques et en parallèle des zooms sur qui, eux, vont avoir pour objectif de vous aider à limiter certains risques récurrents sur les tournages en milieu naturel en proposant des conseils pour prévenir ces problématiques. Et parce que c'est facile de dire faites attention à ça. L'idée, c'est de vous donner aussi des clés pour trouver des solutions palliatives. Donc, dans les fiches, on vous présentera quelques exemples tout à l'heure, on a essayé de proposer aussi des alternatives pour limiter ces risques et ces impacts. Ensuite, les zooms sur. L'objectif, c'était de traiter des questions particulières qui nous paraissaient importantes au regard des enjeux environnementaux et aussi au regard des conséquences que certaines questions pouvaient avoir sur vos productions, sur les productions audiovisuelles. Donc, si tu veux, là, on pourra passer sur la diapo 46. Merci. Donc, je donne quelques exemples. Ici, vous avez la fiche numéro 9 qui traite du survol. Donc, de plus en plus dans les productions audiovisuelles, maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, on a une utilisation quasi systématique des drones. Et donc, il faut comprendre que l'utilisation du drone est réglementée. Dans l'immense majorité des espaces naturels soumis à gestion, le survol de ces espaces naturels est interdit. La règle de base, c'est l'interdiction de survol à moins de 1000 mètres. Si vous voulez
utiliser un drone sur un espace naturel soumis à gestion, il faudra que vous obteniez une dérogation. Donc ça va passer par la demande d'autorisation de tournage, la présentation du projet. Il y aura un échange avec là ou le gestionnaire de site. Et en fonction du projet qui sera présenté et de l'échange que vous aurez eu, vous pourrez obtenir ou non cette dérogation d'utilisation des drones. Sachant que, alors là, je parle un peu plus aux professionnels, euh, cette demande-là, elle n'est pas liée aux demandes obligatoires qui sont déjà à faire auprès de la Direction générale de l'aviation civile. Ça, c'est quelque chose en plus. Donc, si vous obtenez cette dérogation, les gestionnaires vous expliqueront qu'il y a des choses à respecter. Vous aurez peut-être des espaces géographiques qui vous seront interdits en survol, et vous aurez peut-être aussi des saisonnalités, parce qu'il y a des enjeux forts. Et là, du coup, on peut passer à la diapositive suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. On vous donne un cas concret pour que vous vous rendiez compte des considérations qu'il y a derrière et des enjeux. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi ils nous embêtent avec leur réglementation? Pourquoi est-ce qu'ils vont nous empêcher d'utiliser un drone? On fait rien, ça va prendre 5 minutes ou 10 minutes, on fait un petit vol au-dessus du bois et tout va bien, ou au-dessus du plan d'eau et tout va bien. Ben là, on vous donne un exemple concret. Donc en 2018, alors je tairai le nom de la société de production parce qu'ils ne sont pas là pour donner leur point de vue. Donc il faut être intellectuellement honnête et respectueux vis-à-vis d'eux. Donc il y a une société de production qui a mis en place une production audiovisuelle en vue d'une sortie cinéma qui, semble-t-il, avait lancé toutes les opérations préparatoires à la production de manière très carrée. Ils avaient fait les demandes auprès des gestionnaires, auprès des équipes scientifiques, il y avait eu des études d'incidence qui avaient été mises en place, il y avait des procédures en vue des survols des espaces naturels qui avaient été prévues avec des zonages d'interdiction, des périodes d'interdiction. Donc tout était calé. Donc là, la production a vraiment joué le jeu. Mais il s'est trouvé malheureusement que sur des vols préparatoires, les membres de l'équipe qui étaient présents ce jour-là pour le survol, semble-t-il, n'étaient pas correctement briefés sur les enjeux environnementaux. Et du coup, ils n'ont ni respecté les dates, ni les localisations de survol. Et au final, ils ont survolé une zone de reproduction de flamants roses, et ça a déclenché une réaction en chaîne au sein des animaux qui étaient nicheurs sur place. Tous les couples se sont envolés avec les œufs au sol, des œufs écrasés, des nids abandonnés à cause du dérangement. Et il y a eu 500 nids détruits ou abandonnés sur 4500 de la zone. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que cette zone de nidification de flamant rose, c'est la seule zone de nidification de cette espèce en France. Donc il y a eu 11% de mortalité avec un seul dérangement. L'idée, c'est de comprendre, d'être conscient que un dérangement unique peut avoir des conséquences massives à l'instant du dérangement, mais aussi dans le temps. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie des adultes nicheurs qui ont considéré que la zone n'était plus intéressante, plus viable pour la reproduction, et ils ne sont pas revenus sur ce secteur-là. Il y a des couples qui se sont déplacés. Donc il faut comprendre qu'il y a un impact à l'instant T, mais aussi dans le temps. Parce qu'on est face à des êtres vivants qui ont des réactions face à un danger. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'accompagner et de dire, voilà, soyez conscients de ce qui se passe. C'est pas juste qu'on veut vous enquiquiner, c'est que derrière, nous, on a des conséquences en tant que gestionnaire sur le terrain. Alors, moi, je travaille pas sur cette zone, mais on a des conséquences à gérer et il peut y avoir des conséquences graves au niveau environnemental. Si tu veux, on peut passer à la diapo suivante. Merci beaucoup. Donc, après, je vous donne un autre exemple. Alors, je m'appuie sur cet exemple parce que là, du coup, moi, ça me concerne professionnellement et sur mon activité associative. Euh, Comme l'a dit Marie tout à l'heure, je suis un ancien gestionnaire d'espaces naturels protégés. Je gérais un site Natura 2000 mixte qui était terrestre et marin sur le secteur baie et Cap d'Antibes, Cannes et île de Lérins. Et sur ce territoire-là, alors, je n'ai pas de preuve absolue, mais disons qu'il y a une concomitance qui est très forte. Une série documentaire qui est passée sur une chaîne télévisée reconnue, qui amène un crédit de confiance auprès du public. Le simple fait qu'on regarde des documentaires sur cette chaîne, quand on rentre du travail le soir, qu'on est fatigué, qu'on se pose et qu'on écoute le documentaire sans forcément être spécialiste du sujet, merci Marie, il y a un crédit confiance automatique.
Deuxième niveau de crédit confiance, dans ce documentaire, il se trouve qu'il y a un biologiste très réputé, et à raison, qui intervient. Mais dans un choix d'écriture, euh, pour différentes raisons, parce que pour les diffuseurs, il va y avoir des images qui vont plaire au public, parce que pour les gens qui travaillent sur l'écriture, ça va permettre de créer un lien entre les animaux et l'humain, et donc ça va toucher l'affect des spectatrices et spectateurs. Ben, dans cette série documentaire, ils ont décidé de montrer des gens qui allaient nager avec des cachalots. Sauf que la nage avec les mammifères marins, ça doit faire 30 ans que le monde scientifique la déconseille pour toute une série de raisons. Il va y avoir par exemple le fait que vous êtes face à des animaux sauvages qui pèsent plusieurs centaines de kilos, voire plus de 100 tonnes selon les espèces. Si l'animal ne vous calcule pas, il vous rentre dedans, rien que l'inertie, ça vous tue. Si vous êtes face à une femelle qui a un petit et que votre présence dans l'eau la dérange ou l'effraie par rapport à la protection du petit, même si elle fait un petit geste qui pour elle paraît délicat, lent, sa force, son poids font que l'animal peut vous tuer. J'ai une série de vidéos. Moi, je suis membre du réseau national échouage mammifères marins. Donc, dans le cadre je fais partie des gens qu'on appelle quand il y a un mammifère marin qui s'échoue, pour gérer l'échouage ou faire ce qu'on appelle les nécropsies des animaux, pour comprendre au niveau scientifique ce qui s'est passé sur l'animal. Bon, ben, dans le cadre du réseau national échouage, nous, on a récupéré des vidéos d'attaques de mammifères marins sur les humains. Ça passe jamais au journal de 20 heures. Dans l'esprit des gens, c'est Flipper le dauphin. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas tout à fait ça. C'est des animaux sauvages. Nous, en début d'année, je prends un exemple, il y a différentes espèces de mammifères marins en Méditerranée. On a, entre autres, le Tursiops, c'est le grand dauphin, c'est Flipper. Ben, un groupe de flippers, en janvier dernier, s'est mis à attaquer un dauphin bleu et blanc, qui est un dauphin un tout petit peu plus petit. Quand un de mes collègues a fait la nécropsie, l'autre dauphin n'avait pas un seul os du corps qui n'était pas cassé. Il avait été massacré par les grands dauphins. Ce type de comportement, ça peut arriver vis-à-vis de l'humain. Nous, on a observé en Irlande ce qu'on appelle un dauphin ambassadeur, un dauphin qui s'est retrouvé pour des raisons inconnues isolé de son groupe, qui est rentré dans une zone portuaire pendant une trentaine de jours. Ben, durant ce délai-là, il a blessé plusieurs dizaines de personnes, il en a tué une. Et j'ai une vidéo d'une des attaques. Et au sein du réseau, on a eu des infos sur ce qui était arrivé à la dame. La dame, elle a eu des côtes cassées, elle a perdu un rein et on a dû lui retirer la rate. Et je précise une chose, le choc, il a eu lieu dans le dos. La rate, c'est à côté de l'estomac, c'est sur la partie avant du corps. Ça vous donne une idée de la puissance du choc. Donc, euh, pourquoi est-ce que les scientifiques recommandent de faire attention aux mammifères marins? Donc il y a déjà cet aspect. On est face à un animal sauvage qu'il faut respecter et on ne peut pas anticiper son comportement. Et au-delà de ça, il y a d'autres aspects à considérer. Il y a des risques, par exemple, de transmission de maladies ou de parasites. Au sein du réseau échouage, on a un collègue qui a attrapé une maladie de mammifères marins et qui a dû être hospitalisé et qui a été sauvé, je vais dire ça comme ça, parce qu'une des vétérinaires du réseau échouage a été au courant de ses symptômes et ça a permis de le sauver. Donc, ces risques de transmission de maladies vont dans les deux sens, homme-animal, animal-homme. L'autre élément, c'est que quand on montre un comportement qui va à l'encontre des recommandations scientifiques, on risque de normaliser par le médium que l'on produit un comportement. Et si vous normalisez la nage avec les mammifères marins en télévision, surtout si vous avez la caution d'une chaîne réputée et la caution d'une ou d'un scientifique, les gens, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Bah, l'été prochain, je vais avoir envie d'aller nager avec. Et derrière, ça peut générer des effets d'aubaine, ce que j'appelle des effets d'aubaine économique. Il y a des petits malins qui vont se dire, bah, ah bah ok, si on peut nager avec les mammifères marins, moi je vais monter un petit business d'observation et ça démarre. Et moi, c'est ce que j'ai vécu en tant que gestionnaire d'espaces naturels. Il y a 3 opérateurs qui ont commencé à mettre en place la nage avec les mammifères marins. Nous, ça nous a posé des soucis parce que derrière, on a mis 10 à 12 ans pour réussir à contrebalancer cette problématique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand c'est du business touristique qui se développe, c'est pas une ou un scientifique ou une ou un réalisateur qui se met à l'eau une fois dans l'année. C'est que là, des gens qui vont se mettre à l'eau, c'est 2 fois par jour pendant 6 à 8 mois de l'année, toujours dans les mêmes secteurs.
Et donc l'impact environnemental, la pression émise sur les espèces n'est plus du tout la même. On est sur un autre niveau. Et quand vous êtes sur des zones de reproduction des espèces, quand vous êtes sur des zones où les animaux viennent s'alimenter, ben, vous avez un impact suffisant qui fait que ben, la qualité de leur alimentation va baisser. S'ils s'alimentent moins bien, leur état de santé va s'amoindrir et leur capacité à se reproduire va s'amoindrir. Donc l'idée, c'est pas de rendre les productions responsables de toutes ces conséquences, c'est juste de dire soyez conscients que de vos productions, que des productions peuvent découler des cascades de conséquences du fait de comportements normalisés mis en image ou en son, si c'est des podcasts ou autres. Donc la recommandation qu'on peut faire, c'est pas de vous dire vous devez tout anticiper, c'est soyez conscient que vous avez une responsabilité vis-à-vis des conséquences que peut avoir votre médium. Et donc, si vous avez des équipes scientifiques qui sont spécialistes des sujets, vous font des recommandations, essayez d'être attentif à ces recommandations-là, parce que derrière, c'est pas vous qui récolterez les pots cassés, c'est les gestionnaires d'espaces naturels et les scientifiques qui étudient ces espèces qui devront aller gérer ça. Et ça pourra, en une série documentaire, vous pouvez détruire ou fortement abîmer 20 ans de gestion des espaces naturels. Et au regard de la crise bioclimatique qui est grandissante, où on a de plus en plus de pression, de plus en plus de problématiques à gérer, même si les gestionnaires d'espaces naturels sont tout à fait ouverts, excusez-moi, à accueillir des tournages, ben, petit à petit, à bas bruit, lorsqu'on est attentif à ce qui se passe, on se rend compte que doucement, la vie, c'est en train d'être serrée. Je donne un exemple qui avait été partiellement cité l'année dernière par un représentant du parc national des Calanques, dans les Bouches-du-Rhône. Euh, il y avait Sacha Bollet, qui est une ancienne étudiante, qui avait également témoigné. Au parc national des Calanques, pour donner les autorisations de tournage, il demande aux équipes de faire, écoutez bien le terme, de la communication négative. C'est-à-dire que, au lieu que des productions dans leur écriture intègrent le fait de montrer des paysages superbes où il n'y a personne, c'est valable hein, l'été, mais il faut venir à 7 heures du matin. Par contre, si vous venez à 9 heures du matin, il y a des milliers de personnes dans les calanques, c'est l'embouteillage, les parkings y sont pleins. Et donc, le parc national commence à demander aux productions audiovisuelles qu'elles montrent la réalité de ces espaces, parce que sinon, derrière, il y a des gens qui viennent sur les territoires, qui ont ce qu'on appelle une expérience de visite touristique qui est amoindrie, et les gens se plaignent parce que ce qu'on leur a vendu, ça correspondait pas du tout à ce qu'ils ont vécu sur place. Et donc derrière, on a une mauvaise image des territoires qui est donnée. Donc les productions audiovisuelles peuvent amener ce qu'on appelle des externalités positives, c'est-à-dire que vous pouvez amener des choses très positives pour les territoires, mais parfois, à force de trop vouloir montrer des belles choses, quand c'est plus en corrélation avec la réalité des terrains, ça va générer des externalités négatives. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un phénomène de surattraction, donc surtourisme, et les gens derrière vont se dire, bah non, ce qu'on m'a vendu ne correspond pas à la réalité des choses, et donc externalité négative, mauvaise communication sur les territoires, et donc impact négatif sur l'activité touristique du territoire. Donc même les régions qui financent les productions audiovisuelles ont intérêt à considérer ces enjeux et donc on essaie de, non pas d'alerter, mais d'informer les productions audiovisuelles de ces questions-là pour celles qui ne se sont pas déjà posé la question, parce qu'il y en a bien sûr qui considèrent déjà ces questions-là. Euh, Si tu veux, on peut passer à la diapo 50. Merci beaucoup. Bah alors du coup, je suis désolé, dans mon déroulé, j'ai déjà donné un élément. Donc ça, c'était le risque de transmission de maladie, c'était un exemple. On peut passer à la suivante. Merci beaucoup. Autre élément sur lesquels on alerte, avec les changements climatiques, on a une augmentation du risque incendie en France. Et dans ce contexte d'augmentation du risque incendie, où il va y avoir des zones géographiques sur le territoire plus importantes qui vont commencer à être concernées par ce risque qu'à l'époque, parce que la sécheresse commence à gagner le pays. Euh, L'autre élément, c'est qu'on va aussi avoir un élargissement de la saison du risque incendie.
l'été, même si vous avez fait les choses comme il faut, vous faites vos demandes d'autorisation de tournage auprès des gestionnaires d'espaces naturels, vous prévoyez votre tournage, par exemple, entre le mois de juin et le mois de septembre, eh bien, quand vous arrivez sur place, vous risquez de vous retrouver face à une interdiction d'accès à votre lieu de tournage. Parce que la préfecture, pour des raisons de sécurité, de risque incendie, aura interdit l'accès à certains massifs forestiers. Donc, on essaie d'alerter sur différents points. Ça, c'est un exemple. Donc, tout l'intérêt de travailler avec le bureau d'accueil des tournages, c'est que les bureaux d'accueil des tournages qui étaient présents tout à l'heure, normalement, ont ces considérations-là en tête. Ils sont conscients de ces questions-là. Et ils pourront, par exemple, vous dire, bah, si tu as besoin de tourner dans un massif forestier, nous, on peut te recommander de plutôt venir en saison périphérique. Et si tu peux pas venir en saison périphérique, bah, prévois peut-être plusieurs demandes d'autorisation de tournage sur des massifs forestiers différents qui te conviennent. Ce qui fait que si un massif forestier est fermé, bah, tu pourras potentiellement te replier sur un autre. Donc la considération des questions environnementales, des recommandations des gestionnaires, je tiens vraiment à réappuyer le fait, ne le voyez pas comme des contraintes. En fait, ça peut vous aider et ça peut vous éviter vraiment des déconvenues sur le terrain. Voilà. Euh, Au-delà de ça, donc là, si tu veux, on peut passer sur la diapo suivante. Euh, Il faut savoir que notre guide, il a vraiment vocation à évoluer. Donc, quand au sein de la communauté des gestionnaires, des scientifiques, quand on va continuer à discuter sur ces questions-là, si on voit émerger de nouveaux enjeux très forts, on remettra le guide à jour de manière à essayer d'alerter sur des choses qui peuvent vraiment vous être utiles dans votre quotidien de production. Ensuite, au-delà de ce guide, donc on peut passer à la diapo suivante. Merci. Comme cela vous a été dit, il y a des formations qui existent. Donc, il y a par exemple une formation qui a été mise en place, entre autres, je ne cite pas tous les partenaires, mais par EcoProd, le CST et l'INA, où vous avez donc des formations d'éco-responsabilité en production numérique, au sein desquelles nous intervenons. Alors, même si aujourd'hui, dans ces formations-là, le gros de l'intervention, il est sur les questions de production de CO2, donc de bilan carbone, de réduction des déchets, on a quand même un petit module biodiversité qui a été mis en place, donc j'y interviens dans cette formation. Et l'idée, c'est de sensibiliser sur les questions liées à la biodiversité, pour que les éco-référents aient ces éléments-là en tête et qu'ils sachent comment se reporter au guide de manière à les accompagner sur ces enjeux. Autre élément, ce matin a été présenté le travail qui est mis en œuvre sur le guide, on va dire, de tout ce qui est scénarisation. L'idée, c'est de pouvoir avoir une articulation entre ces guides. Donc tout à l'heure, on a échangé très brièvement, mais on a échangé sur un ou deux points pour voir s'il y avait des points d'articulation, et c'est le cas. Donc les équipes pourront basculer d'un guide à l'autre pour monter en compétences et pouvoir considérer toutes ces questions qui les aideront dans leur nouveau process de fonctionnement, dans leur nouvelle routine. Et vous verrez que ces routines-là, une fois qu'elles sont mises en œuvre, lorsqu'on a trouvé des solutions, euh, je pense que c'est pas vraiment contraignant en fait. C'est vraiment juste des habitudes à changer, une manière de penser un petit peu différente. Je dis pas que c'est simple. Je veux pas minimiser les choses, mais je pense vraiment que c'est pas si contraignant que ça. Voilà. Donc j'ai terminé la présentation. Je sais pas si vous avez des questions. Merci Jérôme. De rien. Si vous avez des questions, on peut prendre des questions pour cette partie sur le guide, mais aussi sur la première, puisque Thomas est encore là. Et sinon, ce qu'on peut aussi faire, c'est discuter à bâton rompu, voilà, hors cadre, autour d'un café proposé par l'association des étudiants. Je remercie beaucoup Jérôme, je remercie Thomas et l'ensemble des intervenants aujourd'hui. Merci beaucoup à Quentin et Vincent qui ont fait la technique. Merci à Manon, à Pierre. Merci. Donc, c'est les étudiants l'IFCAM qui nous ont vraiment filé un gros coup de main pour l'enregistrement de tous ces échanges qui vont être à terme proposés, voilà, en téléchargement. Merci beaucoup, Laurent aussi. Bonne journée à vous, bonne soirée, à bientôt.